Bonjour. Donc, en continuité avec la dernière vidéo que je vous ai envoyée qui traite des crédits de trésorerie, aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo essentiellement pour traiter deux exemples de catégories de crédits de trésorerie qui posent problème essentiellement en termes de calcul, à savoir le découvert et l'escompte. Mais avant cela, permettez-moi tout d'abord de revenir justement à l'essentiel, c'est de vous rappeler encore une autre fois les crédits de trésorerie en général. Donc il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'utilité des crédits de trésorerie, puisque généralement, lorsqu'on a déjà établi un budget de trésorerie et sur la base de la situation prévisionnelle de la trésorerie par mois, et là je peux me référer à l'exercice qu'on a déjà traité ensemble en classe, et si je pars justement des résultats dégagés au niveau de cet exemple, donc comme vous remarquez, au niveau de la situation pour le mois de janvier et le mois de mars, c'est beaucoup plus un excédent de trésorerie. Par contre, pour le mois de février, il y a une insuffisance de trésorerie. Et si on part de l'hypothèse que l'objectif de trésorerie, c'est d'avoir, par exemple, une trésorerie nulle, dans ce cas-là, on considère qu'au niveau du mois de février, il faut qu'on négocie au préalable des clés de trésorerie pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire pour revenir à la trésorerie nulle, c'est égal à zéro. Et donc il y a un besoin. Alors ce besoin pose problème. Est-ce qu'il y a une seule solution pour rétablir l'équilibre ou bien il y a plusieurs solutions? Le fait qu'on parle d'équilibre de trésorerie, ça veut dire qu'il y a des options. Donc c'est à l'entreprise de choisir le crédit de trésorerie qui est le plus adapté. Comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois, avant même de faire appel au crédit de trésorerie, il faut voir tout d'abord s'il y a des possibilités de rétablir l'équilibre sur la base des négociations avec les principaux partenaires, que ce soit les clients, les fournisseurs, et donc décaler des dates, des échéances, et comme ça on peut retrouver l'équilibre. Ce qui nous permet ça, c'est qu'étant donné que vers fin mars, on se retrouvera avec un solde positif, ça veut dire que pour le premier trimestre de l'année, on n'aura pas de besoin en termes de trésorerie. Mais c'est beaucoup plus un décalage d'un mois à un autre. Donc c'est pour cela qu'au niveau du mois de février, on a ce problème. Mais si on arrive par exemple à reporter des échéances pour certains créanciers vers le mois de mars par exemple, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une trésorerie nulle ou peut-être même positive. Et donc, si on n'arrive pas à trouver ces solutions, c'est à ce moment-là qu'on utilise les crédits de trésorerie. Donc, en termes de crédit de trésorerie, donc comme on l'a déjà expliqué la dernière fois, en réalité, il y a deux grandes catégories de crédit de trésorerie. Il y a des crédits qu'on appelle les crédits de caisse. Ça veut dire, comme son nom l'indique, dans ce cas-là, la banque elle passe directement à la caisse, donc il va utiliser la caisse au niveau de la banque. Hein. Au niveau de la banque, ça veut dire deux formes, soit la facilité de caisse, donc faites attention, hein, la facilité de caisse, ça ne veut pas dire les crédits de caisse. Les crédits de caisse, il y a deux types de crédit, il y a la facilité de caisse et le découvert. Donc la facilité de caisse, donc c'est le fait tout simplement que l'entreprise vous avance directement les fonds à partir de sa caisse. Et donc la formule la plus utilisée, c'est généralement de payer directement votre créancier. Par exemple, s'il y a un virement qui est demandé pour un fournisseur et votre
solde n'est pas suffisant, donc la banque le paye directement. Donc ça pose pas de problème. Donc il peut payer directement le fournisseur. Par contre, la notion de découvert, c'est le fait tout simplement d'avoir votre solde chez la banque débiteur. Solde chez la banque débiteur, c'est vrai au niveau comptable, le contraire, c'est qu'on chez nous, il faut que ce soit créditeur, mais faites attention au niveau de l'entreprise, on ne peut pas avoir le compte banquier créditeur, mais au contraire, c'est le compte justement crédit de trésorerie qui va être crédité. Donc il y a les comptes de la classe 5 notamment la rubrique 55. Alors maintenant, le découvert, donc lorsqu'on parle de découvert, donc c'est le fait tout simplement d'accepter à ce que votre solde soit débiteur. C'est-à-dire, par exemple, un fournisseur qui présente un de vos chèques d'un montant de 100 000, votre solde il est nul, donc en principe, on ne doit pas payer le fournisseur. Mais si vous avez déjà négocié le découvert, dans ce cas-là, l'entreprise il paye les 100 000 et votre solde, bien sûr, va rester toujours débiteur. Donc, voilà normalement ce qu'il faut dire. Donc, lorsqu'on parle de découvert, donc ça se négocie d'avance. Il faut le négocier d'avance. Donc, pour surtout le plafond, donc à ne pas dépasser. Également, il faut négocier sur le taux, sur les commissions, et ainsi de suite, donc, et sur les modalités d'utilisation. Et donc, parfois, ça se conclut même par des contrats. Ces contrats écrits avec la banque, et on peut réviser, bien sûr, ce contrat. Bien sûr, lorsqu'on parle de découvert, au niveau pratique, il y a en fait plusieurs formes de découvert. Donc, soit on utilise ce qu'on appelle le crédit relais, je le répète, donc un crédit relais, comme son l'indique, c'est lorsque la banque vous débloque des fonds en attendant justement à ce que vous bénéficiez définitivement d'un crédit, généralement qui est un crédit d'investissement. Par exemple, on a un crédit pour une machine ou un projet d'investissement où il y a à la fois des investissements fixes et des investissements courants, c'est-à-dire un besoin en fonds de roulement, un besoin de financement. Mais si la banque n'a pas encore débloqué ce crédit et on a des besoins urgents, comment faire? Dans ce cas-là, la banque ils peuvent proposer un crédit relais. Ça veut dire qu'ils vous donnent un crédit pour quelque temps en attendant que ce crédit soit débloqué. Voilà ce que veut dire tout simplement crédit relais. Le crédit de campagne, ça concerne uniquement les entreprises saisonnières. Par exemple, une entreprise agricole, au début de la saison, il est obligé de faire que essentiellement des décaissements, mais c'est au niveau de la compagnie, à la fin de la saison, qu'il va réaliser son chiffre d'affaires et bien sûr, il va avoir de l'argent pour payer. Donc, puisque c'est une situation qui se répète, donc dans ce cas-là, les banques ouvrent justement un crédit de compagnie pour ces activités saisonnières. Vous avez également ce qu'on appelle les avances de fonds, donc ça veut dire là, la banque peut vous donner directement un fonds et le crédit spot, ça, c'est un crédit particulier puisque c'est sur des sommes très importantes. Et généralement, ce sont les grandes entreprises qui l'utilisent puisque c'est un crédit également sur une très courte durée. Donc, ça peut être parfois pour une seule journée. Le préfinancement, ça concerne essentiellement le cas des marchés. Si par exemple vous avez une commande à réaliser, et donc avec le client vous avez fixé des échéances pour qu'il vous paye, et donc en attendant à ce que le client paye, donc si vous avez des besoins de trésorerie, donc dans ce cas-là on fait ce qu'on appelle le pré-financement. Alors maintenant, l'objet de cette séance justement, c'est de vous expliquer comment calculer essentiellement le coût du découvert. Donc, alors pour le découvert, donc première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un taux qui va être appliqué et ce taux, c'est un taux qui est négocié avec la banque, mais en général, il y a un taux maximum qu'il ne faut pas dépasser. Ce taux maximum, c'est ce qu'on appelle tout simplement le taux effectif global, ou on l'appelle également le taux maximum des intérêts conventionnés. Donc chaque année, Banque de Maghreb fixe ce taux du 1er avril. Par exemple, le dernier qui est fixé, c'était du 1er avril 2019. Il reste valable jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et donc, on travaille sur ce taux qui est fixé aujourd'hui. Il est
de 13,57%. Donc le taux ne peut pas dépasser les 13,57%. Et donc c'est un taux qui change d'une année à une autre. Et donc vous pouvez voir dans le support une évolution historique. Je répète par exemple en 2009 par exemple, le taux était de 14,4. Maintenant il n'est que de 13,57. Donc il y a un maximum à ne pas dépasser. Ça, c'est le taux d'intérêt, mais il faut prendre en considération également un certain nombre de ce qu'on appelle les commissions. Donc, il y a plusieurs commissions. On va revenir justement avec l'exemple chiffré. Et bien sûr, il ne faut pas oublier également que ces intérêts, ces commissions sont soumises à la TVA. Et le taux de TVA, bien sûr, il est de 10%. Maintenant, en ce qui concerne le taux, il faut savoir qu'on peut appliquer un taux fixe, comme on peut appliquer un taux variable ou bien un taux indexé. La différence, donc, comme son nom l'indique, le taux fixe, il est fixé. Variable, donc il varie en fonction justement du marché. Et un taux indexé, donc c'est-à-dire il est indexé par rapport à une variable bien déterminée. Maintenant, pour le calcul du coût, on va justement se baser sur cet exemple que je vous ai envoyé aujourd'hui, justement, en respectant justement les dates de valeur qui sont fixées. Donc, vous avez un tableau où toutes les opérations possibles, on a expliqué comment on détermine les dates de valeur. Et donc, pour traiter ça, donc on va partir de cet exemple concernant, si vous voulez, la période de janvier jusqu'à mars 2020. Donc ça vous permet justement d'utiliser vos calendriers directement aujourd'hui pour savoir comment faire ça. Et donc, on suppose qu'on commence directement avec un taux, si vous voulez, plutôt on suppose qu'on commence avec un solde débiteur de 400 000 dirhams, donc c'est-à-dire fin janvier, le solde il est déjà débiteur. Et donc vous avez un certain nombre d'opérations, par exemple le 6 janvier, plutôt fin décembre 2019, donc solde débiteur de 400 000. Donc le 6 janvier, par exemple, il y a un versement d'espèces de 65 000. Le 14 janvier, règlement par chèque de 45 000 et ainsi de suite. Donc il y a en tout, si vous voulez, une dizaine d'opérations rien que pour vous illustrer ça. Et donc, première étape, c'est que vous devrez tout d'abord, pour chaque date d'opération, vous déterminer la date de valeur. Comment cela? Par exemple, lorsqu'on parle de versement en espèces, en général, le versement en espèces, donc la date de valeur, c'est J. Donc vous versez 65 000 le 6 normalement, il doit être disponible le 6. Mais comme vous remarquez au niveau du corrigé, moi j'ai mis que la date de valeur c'est le 7. Pourquoi le 7? C'est pour éviter tout, si vous voulez, toute surprise, parce que il y a justement des banques qui appliquent ce qu'on appelle les jours de banque. Parce que lorsqu'on verse l'espèce, c'est à quel moment, est-ce que... Et donc, on peut ajouter un jour de plus pour toute précaution. Sinon, on peut travailler au strict. Ça veut dire appliquer la règle comme elle est. Et dans ce cas-là, si on applique la règle comme telle, donc la date de valeur pour les versements en espèces, ça doit être également le 6 janvier. Pareil, par exemple, un règlement par chèque le 14 janvier. Donc, normalement, le règlement par chèque, c'est J-1. Donc, la date de valeur, c'est le 13. Un règlement par chèque le 27. Alors, le 27, vous vérifiez, c'est un lundi. Et donc, la date de valeur, il faut revenir jusqu'au vendredi, c'est-à-dire le 24 janvier. La même chose pour l'opération du 10, donc c'est également un lundi. Donc, la date de valeur, c'est le dernier vendredi, c'est-à-dire le 7 février. Pour le 20, donc c'est un versement espèce pareil, donc j'ai ajouté un jour, mais
comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas prendre des précautions, vous pouvez retenir la date de valeur, c'est également le même jour, c'est-à-dire le 20 février. Donc, moi, je reste dans cet exercice-là avec un peu de précaution. J'ai ajouté un jour de plus. C'est un choix dès le départ. On va le respecter, vous savez pourquoi. Donc voilà, normalement, les règles. Alors, lorsqu'on verse, par exemple, par chèque, c'est l'opération qui manque. Donc, la dernière, par exemple, vous avez le 23, donc normalement, c'est J plus 1. Et donc, la date de valeur, c'est le 24 mars. Donc, une fois qu'on a déterminé les dates de valeur, donc on va établir un tableau. On commence justement par les différentes dates de valeur, tout en commençant par le solde fin de l'année 2019, donc le 31-12, avec un solde débiteur de 400 000. Donc, au niveau de ce tableau, première chose, on va montrer tout d'abord l'opération, est-ce que c'est un débit ou c'est un crédit. Donc, on fixe deux colonnes où il y a débit, crédit. Après chaque opération, on détermine le solde. Donc, le solde il peut être débiteur, il peut être solde créditeur. Donc, on ajoute deux colonnes. Puis, on détermine ce qu'on appelle les jours. Les jours de débit ou les jours de crédit. Ça veut dire la période où le compte il est resté débiteur ou bien le compte il est resté créditeur. Et c'est ça ce qui nous permet justement de déterminer ce qu'on appelle le nombre débiteurs, qui est la base justement pour déterminer le découvert. Donc après, je veux vous expliquer justement ça. Et donc, par exemple, si vous prenez le solde du 31-12-2019, donc il est de 400 000, donc le solde débiteur à la fin de la journée, c'est toujours 400 000, et le compte de l'entreprise, le solde de l'entreprise chez la banque, il reste débiteur de 400 000 jusqu'à la nouvelle opération. La nouvelle opération n'intervient que le 7 janvier, avec un versement en espèces de 65 000. Et donc c'est à ce moment-là que le solde va changer. Et donc on va retrancher les 65 000 et 400 000, et le solde reste toujours débiteur, mais de 335 000. Maintenant, pour revenir sur le nombre de jours, donc on met pour les 400 000 comme solde, c'est un solde qui reste pendant 7 jours débiteur, c'est-à-dire du 31 jusqu'au 7. Vous comptez le 31, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ça fait 7 jours. Donc on met devant le solde débiteur de 400 000, le nombre de jours qui est de 7, et le nombre débiteurs n'est autre que le solde débiteur multiplié par le nombre de jours, tout simplement. Si vous multipliez 400 000 par 7, ça vous donne les 2 800 000 dirhams. Maintenant, une fois que le solde va changer, donc 335 000, il reste toujours débiteur jusqu'à une nouvelle opération. La prochaine opération, c'est l'opération du 13 janvier avec un paiement de 45 000 et donc le solde il est passé de 335 000 à 380 000. C'est toujours un solde débiteur. Donc on revient justement sur le solde de 335 000, il reste débiteur de ce montant-là pendant 6 jours. C'est-à-dire le 7 janvier, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc ça fait 6 jours. Et donc pour déterminer le nombre de débiteurs, on multiplie 6 par le solde débiteur de 335 000. Donc voilà normalement l'enchaînement qu'on va faire jusqu'à la fin. Et donc je rappelle, nombre débiteurs, on le calcule, c'est le solde, le montant du solde débiteur multiplié par le nombre. On peut également déterminer le nombre créditeur, peu importe, mais ça ne nous intéresse pas puisqu'on cherche à calculer sur les découvertes. Et donc, sur la colonne de nombre débiteurs, on fait la somme et ça nous donne le total du nombre débiteurs. Et c'est ça la base de calcul justement des découvertes. Donc on va le multiplier par un taux qui est fixé dans ce cas-là à 9,25%. Bien sûr, c'est le taux annuel et donc on le divise par les 360 pour déterminer pour la période. C'est clair? Bien sûr, il y a des éléments sur lesquels on va revenir. Tout d'abord, si vous voulez, pour la colonne sur les débits, à chaque fois qu'on débite le compte, on fait après le total. Donc vous avez le total de la colonne qui est de 564 000. Pourquoi? Parce qu'il y a également une commission qu'on va payer, c'est la commission sur le total. Donc c'est sur le total débit. Donc
toutes les- tous les soldes qu'on avait qu'on a débités à des moments donnés, on fait la sigma de ces montants-là. Et sur ça, on calcule nos commissions. Je vais revenir justement pour vous montrer le calcul. Sur la colonne du solde débiteur, donc on va suivre le solde débiteur pendant toute la période. On va chercher là où on atteint le solde le plus élevé. Et là également, il y a une commission qu'on devrait payer, s'appelle la commission du plus fort débiteur. Donc ça veut dire là où le solde est le plus élevé. Dans notre exemple, donc bien sûr, c'est 440 000 sur lequel on va calculer une autre, bien sûr, une autre commission. Et donc, premièrement, on a calculé les intérêts débiteurs. Donc sur la base de ce total, il y a le nombre débiteurs. Dans ce cas-là, c'est 34 037 000. 34 037 000 qu'on multiplie par les 9,25% sur les 36 000, ça me donne les 8 745. On calcule la commission du plus fort débiteur. Comme je dis, c'est sur la période là où est le solde le plus élevé, c'est 440 000. On applique le taux ici, les 2,05%, ça fait les 2200. Et la commission du mouvement, comme je vous ai dit, c'est sur la colonne débit, avec la sigma de toutes les opérations, on a débité le compte chez la banque. Donc on fait la somme, dans ce cas-là, ça donne 564 000 dirhams. Voilà, en quelque sorte, des exemples de commission. Après, on peut calculer la TVA, mais la TVA, comme vous voyez, elle n'est pas calculée sur la commission du plus fort débiteur. Donc on prend que les intérêts de débiteur et la commission mouvement. On applique les 10%, ça nous donne le taux de TVA. Pour maintenant terminer, si vous remarquez, ce qu'on a supporté comme coût, en quelque sorte, de ce débiteur, il y a bien sûr les intérêts, ou les 8 745,62, mais également, il y a la commission du plus fort débiteur de 2200. Donc, pour cela, on peut calculer un coût réel, parce que le coût nominal, c'est 9,25%, mais le coût réel, donc si vous prenez en considération tout ce que cela vous supportez, donc là, vous pouvez le déterminer un tel pourcent que vous multipliez par justement le nombre de débiteurs qui est dans ce cas-là de 34 037 000 et ça vous permet de calculer ce T, il est de 11,58%. Ce qui fait que réellement, dans ce cas-là, le découvert nous a coûté 11,58%. Donc voilà en ce qui concerne donc justement comment calculer le découvert. Maintenant, la deuxième catégorie des crédits de trésorerie, c'est ce qu'on a appelé les crédits justement qui financent ce qu'on appelle les créances débiteurs, les créances plutôt professionnelles. Créances professionnelles. Donc vous avez en fait euh, trois exemples qui sont les plus utilisés, hein. Le plus utilisé, bien sûr, c'est l'escompte, sur lequel je vais revenir avec des exemples. Il y a également la mobilisation sur cession des créances professionnelles. C'est généralement le fait de mobiliser les créances sur la base en utilisant des effets de commerce. Et bien sûr, la facturage, c'est le fait de vendre tout simplement le droit des créances à une société qui est spécialisée dans le recouvrement des créances qu'on appelle le factor. Donc la facturage, ça vient du terme anglais factoring. Et donc l'entreprise qui est chargée du recouvrement des créances s'appelle le factor. Donc il achète vos créances et c'est elle qui se charge justement du recouvrement et qui prend en quelque sorte les risques de paiement ou de ne pas paiement. Bien sûr, il dispose de plusieurs moyens de pression pour imposer ou là pour obliger les clients à payer. Donc, au niveau de cette intervention, je reviens essentiellement sur l'escompte. Alors, l'escompte, c'est un terme que vous utilisez déjà régulièrement. Et donc, on revient sur cette définition la plus simple. L'escompte, c'est le fait tout simplement de payer par anticipation. Qu'est-ce qu'on paye par anticipation? Le paiement par anticipation de quoi? Donc, avant de parler d'escompte, il faut tout d'abord que la créance qu'on a sur un client soit matérialisée par un effet de commerce, une lettre de change ou un billet ordre. Ça, c'est la première chose. Donc, comme vous savez, une lettre de change, par exemple, on traite, il a une échéance.
Ça veut dire, c'est la date où vous pouvez demander au client de vous payer le montant qui figure la traite, sur la lettre de change. Si maintenant vous avez besoin de liquidité, au lieu d'attendre jusqu'à l'échéance, vous pouvez présenter à la banque cette lettre de change pour la transformer en liquidité. Le fait qu'on la transforme en liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la banque, il va vous payer une somme d'argent et la banque, elle va attendre jusqu'à l'échéance pour présenter, bien sûr, cette lettre de change au client. Il suppose que justement, la domiciliation, c'est au niveau du banque. Ça, c'est également une condition. Donc, le fait d'avancer des fonds avant leur échéance, on le considère, c'est comme si la banque vous a donné un crédit, de la date d'escompte jusqu'à la date de l'échéance. Et donc, c'est très simple, si on veut calculer également le coût de l'escompte, c'est bien sûr le montant que vous avez reçu, multiplié par le taux d'escompte, le taux qui est appliqué par la banque pendant cette période-là, qui sépare entre la date d'escompte et la date de l'échéance. Donc vous avez un premier exemple que je vous ai donné. Donc si par exemple vous avez un montant de 100 000 dirhams que vous devrez normalement encaisser la fin du mois de mars, le 31 mars prochain, si vous avez besoin aujourd'hui des fonds, aujourd'hui, donc on est le 25 mars, donc c'est comme si vous avez donné un crédit du 25 au 31. Donc la banque va vous comptabiliser le 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, donc 7 jours. Donc il va vous facturer 7 jours. Ça, c'est l'idée. Alors, c'est pour cela, le montant que va vous débloquer la banque, c'est un montant net. Net de quoi? Net de l'escompte. Ça veut dire 100 000, on va retrancher l'escompte et c'est le montant qui va être, débloqué par la banque. Alors, dernier élément au niveau de l'escompte à savoir, c'est que le montant de l'escompte, il ne peut pas dépasser un certain plafond. Alors, ce plafond, il dépend de quoi? Il dépend de deux choses. Il dépend tout d'abord du chiffre d'affaires que vous avez normalement réalisé sur vos clients, mais surtout sur la partie qui concerne les, les crédits. Donc, lorsqu'on vend à un client, on vend un crédit soit sur 30 jours, 60 jours, et ainsi de suite. Donc on tient compte de ces échéances et ça nous permet justement de déterminer le montant de crédit auquel on peut faire appel. Donc, vous avez l'exemple 1, une entreprise dont le chiffre d'affaires est de 1 200 000, ou de 12 millions, le taux de TVA de 20%. Si on suppose que 10% des clients payent au comptant alors que 90% règlent par effet à 90 jours de date, dans ce cas-là, on calcule tout d'abord le chiffre d'affaires TTC. C'est les 12 millions qu'on multiplie par les 1,2, ça donne les 14 millions 400 000. Et sur ces 14 millions 400 000, il y a 90% qu'on peut avoir justement à crédit 90 jours. Donc vous multipliez 14 millions 400 000 par les 80%, c'est à la part qui va être donnée comme un crédit, et vous tenez compte de justement du délai de règlement des clients qui est 90 jours. Donc on va multiplier par 90 sur 360, ça vous donne les 3 240 000, c'est le maximum. Que vous pouvez avoir sur le montant que vous pouvez avoir sous forme d'escompte. On prend un autre exemple où il y a deux échéances ou plus différentes. Par exemple, un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams. Le TVA toujours il est de 20%. On suppose que 20% des clients payent au comptant, alors que les 80%, ils payent à crédit. Il y a 50% par des effets à 90 jours, alors que 30% par effet à 120 jours. Pour calculer le maximum, hein, dont on peut venir ici comme le montant qu'on peut escompter, donc tout d'abord sur le chiffre d'affaires, vous calculez le chiffre d'affaires TTC, donc sur les 5 millions, multiplié par 1,2, ça donne les 6 millions, et il n'y a que 80% qui est à crédit. Mais il faut la dissocier. Une part, les 50%, c'est à 90 jours,
Donc, je prends le montant des 6 millions, je le multiplie par 50%, multiplié par 90 jours sur 360, plus les mêmes 6 millions multipliés par 30% pour les 120 jours, multiplié par 120 jours sur 360. Donc c'est justement la méthode qui est à utiliser au niveau de l'entreprise. Donc voilà en général ce qu'on peut dire. On peut terminer par le calcul de l'escompte. Si vous prenez l'exemple que je vous ai communiqué, une entreprise remet à l'escompte les deux effets suivants le 27 mars, par exemple ici 2009, un effet de 245 500 à échéance de 4 mai 2009 et l'autre de 356 800 à échéance 26 000. Donc pour l'effet numéro 1, vous calculez, vous utilisez le taux qui est ici de 11,25%. Donc pour, bien sûr, la durée d'escompte, donc alors vous faites la différence du 27 mars jusqu'au 4 mai, ça fait 38 jours. Pour le deuxième effet, du 27 mars jusqu'au 26 mai, ça fait en tout un nombre de jours qui est de 60. Donc ça, c'est vous faites le calcul. Et donc là, ça vous donne justement le taux. Alors on peut ajouter les frais de manipulation, c'est généralement un dirham dans cet exemple par effet, on l'ajoute. Et donc, ça nous permet en quelque sorte après de calculer votre escompte. Voilà ce que je peux dire avec vous et je reste à votre disposition pour les prochaines séances. Merci pour votre attention.